Bien, notre prochain orateur est le docteur de Bugnin, qui est spécialiste en médecine physique et de réadaptation. Il va nous parler de la gestion vésico-intestinale cutanée blesse médulaire. Professeur, c'est à vous. Merci. Bien, bonjour à tout le monde et merci à l'équipe de Coloplast pour cette organisation et de son invitation à vous présenter notre expérience dans la gestion de la vessie et de l'intestin, spécifiquement chez le blessé médulaire. Alors ma présentation va être stratifiée en trois grandes parties. Dans la première partie, je resituerai le lien entre la lésion médulaire et les dysfonctionnements pelvipérinéaux, mais vous verrez qu'il y aura quelques rappels par rapport à mes collègues. Avant d'arriver à la partie principale de la présentation, puisqu'on m'a demandé de faire un focus sur la dysfonction colorecto-anale. Mais entre deux, je m'en voudrais de ne pas élargir un peu le sujet et insister sur l'importance de la prise en charge holistique du patient. Alors, quel est le lien entre la lésion médulaire et le potentiel dysfonctionnement pelvipérinéal? On a déjà parlé, ce sont des notions de neuroanatomie. Les deux systèmes urinaires et anorectaux sont sous les dépendances de deux systèmes nerveux. Le système nerveux somatique à point de départ cortical qui descend par le faisceau pyramidal pour commander les motoneurones antérieurs pour la commande de tous les muscles striés, pour faire simple. Et puis le système nerveux végétatif, dont mon collègue a déjà parlé aussi, dont les centres stratégiques, et c'est ça qui est important à retenir, sont situés pour le système orthosympathique au niveau de la charnière dorso-lombaire et pour le système parasympathique au niveau de la moelle sacrée. Et chaque système a une fonction inverse, comme on l'a déjà dit, le parasympathique permettant la vidange d'un réservoir et l'orthosympathique permettant la rétention. Et c'est l'équilibre entre ces deux systèmes qui explique l'alternance des phases de remplissage et de vidange qu'on a tous. Alors c'est évident, en ayant ça en tête, que dans la lésion médulaire, vous allez avoir très souvent des dysfonctions à la fois vésico-sphinctériennes et anorectales. Au niveau vésico-sphinctérien, pour faire très simple, on peut distinguer les lésions qui sont au-dessus de la moelle sacrée et les lésions qui sont en dessous. Et vous voyez, pour les lésions qui sont au-dessus de la moelle sacrée, ça donne pratiquement toujours une hyperactivité vésicale avec une dysynergie vésico-striée, telle qu'on peut le voir dans les examens urodynamiques. Alors que, de manière schématique, les lésions sous la moelle sacrée vont plutôt donner une vessie qui sera hypercompliante et acontractile, donc elle va se laisser remplir sans gain de pression dans la vessie, avec une activité électromyographique qui est très faible. On imagine la même chose au niveau anorectal, ça a déjà été évoqué également. Et vous voyez que les lésions au-dessus de la moelle sacrée, ça donne essentiellement l'équivalent de la dysynergie vésico-sphinctérienne, mais on parle de dyschésie anorectale avec souvent une hypertonie anale, alors que les lésions inférieures, type queue de cheval, vont donner plutôt une hypotonie anale et un rectum qui va se laisser remplir également sans réaction. Alors, avant de venir, comme je vous avais dit, au niveau de mon focus principal, je m'en voudrais de ne pas insister sur deux points. Le premier est de retenir que, tant au niveau de la qualité de vie que du risque de comorbidité, les différentes fonctions pelvipérinéales doivent être considérées de manière conjointe. On a déjà insisté tout à l'heure sur les urologues, les coloproctologues. Il faut absolument mettre ça ensemble. Et je dis souvent à mes assistants, je parle du concept VIP, qui ne veut donc pas dire Very Important Person, mais la notion de vessie, intestin, peau, qui sont vraiment les trois systèmes les plus importants à surveiller chez le blessé médulaire, tant au niveau qualité de vie que du risque de comorbidité. Et bien entendu, on n'en parle pas aujourd'hui, mais la fonction sexuelle est également très, très importante. La deuxième chose, c'est de mettre cette approche VIP, de l'intégrer dans une approche plus globale que nous propose la classification internationale du fonctionnement, qui nous conseille de prendre en charge vraiment, de prendre en compte l'entièreté de la situation, donc pas seulement une fonction qui fonctionne mal, mais également les facteurs personnels et environnementaux. Un simple exemple pour illustrer ce concept, si vous avez éduqué un patient
à l'autosondage intermittent, à l'irrigation transanale, qu'importe, mais que vous n'avez pas tenu compte qu'il a un ostéome au niveau du genou, ou qu'il a un ostéome au niveau de la hanche, ou que sur le plan cognitif, les choses ne sont pas très claires, ou alors que les toilettes sont situées au premier étage de ce bâtiment, certes avec un lift, mais ça va lui prendre du temps d'aller aux toilettes, votre bonne indication de départ ne va pas être implémentée sur le terrain. Alors, qu'est-ce qu'il en est de la dysfonction anorectale chez le blessé médulaire? Alors, là aussi, mon collègue a parlé de l'importance des publications. On ne peut pas toutes les reprendre, on n'a que 20 minutes. Mais là, j'en ai repris deux. La première qui montre que, comme on l'a déjà dit, c'est très fréquent. Il y a quasiment 100% des patients blessés médulaires qui ont au moins un symptôme. Et non seulement ils sont constipés et ou incontinents, mais en plus ils passent pour un quart d'entre eux dans cette étude plus d'une heure sur les toilettes, et en plus ils ont des fuites. Donc une situation sur le plan de la qualité de vie qui est intenable, choses qui ont été très bien étudiées par des grandes équipes, et on retrouve là l'équipe de Christensen, Cogreve, etc., dont on a déjà parlé, qui ont vraiment montré une relation inverse entre le score du neurogenic bowel dysfunction, on a déjà parlé, je vais y revenir tout à l'heure, et la qualité de vie. Donc au plus le score est élevé, au plus la qualité de vie est faible, et en plus, vous voyez que ces problèmes colo-anorectaux sont quand même responsables d'une bonne partie de réhospitalisation des blessés médulaires. Donc un impact majeur sur la qualité de vie et comorbidité significative. Et pourtant, ces patients, ils ont à leur disposition toute une série de traitements. Là, vous voyez de nouveau ce groupe, le même groupe, sur une grosse étude, plus de 1300 patients. Vous voyez tous les traitements que le patient a à sa disposition. Très souvent, comme vous le voyez, ces traitements sont associés. Et malgré ça, les patients gardent une dysfonction majeure et une qualité de vie très altérée. Alors, on n'a pas le temps de revoir les différents traitements. Il y a des gens qui l'ont fait pour nous. En 2013, toujours la même équipe a publié les recommandations sous forme d'un algorithme, sous forme d'un traitement pyramidal, vous voyez, qui va depuis les mesures hygiéniques diététiques classiques jusqu'à la stomie, en passant par toute une série d'étapes. La même équipe a repris cet algorithme et a publié, vous voyez, c'est fin de l'année dernière, novembre 2023, un algorithme simplifié avec 3 grandes étapes, je dirais, la base pour tout le monde, les mesures diététiques et les aides simples, et le sommet, ils ont regroupé toutes les indications chirurgicales, et vous voyez que dans ce nouvel algorithme, l'irrigation transanale occupe vraiment une partie centrale. Alors, un petit mot quand même, parce que en préparant ce topo, j'ai été relire ce qui avait été décrit sur le Malone, qui est donc l'irrigation antérograde par voie sécale. Et j'ai simplement fait une diapo là-dessus, parce que j'étais très étonné du taux de poursuite. On a déjà parlé tout à l'heure du taux de poursuite dans l'irrigation transanale qui était faible. Et j'étais quand même étonné que ce soit l'équipe parisienne ou toulousaine, entre 85 à 85% de maintien à 4 ans et 70% à 33 mois. Alors, qu'est-ce qu'il en est de l'irrigation transanale chez le blessé médulaire? Là aussi, beaucoup de publications, j'en ai retenu quelques-unes. La première, c'est le travail également d'une équipe française. C'est une étude rétrospective où ils ont pris comme outcome le score NBD à J0 et à 8 semaines. Et vous voyez que le score NBD s'est amélioré de manière très significative pour un certain nombre de critères. L'intérêt aussi de cette étude, on va en parler après, ils ont une poursuite de l'irrigation transanale chez 4/5 de leurs patients, mais à 6 mois seulement d'évolution. Et l'autre intérêt, vous comprendrez plus tard pourquoi je parle de ça, il y avait 80% de leurs patients qui avaient déjà été éduqués à l'autosondage intermittent avant d'être éduqués à l'irrigation transanale. On retrouve la même équipe
Donc, une des raisons pour lesquelles j'ai choisi cette étude-là. L'autre raison, vous voyez que c'est une étude randomisée avec deux groupes, un groupe irrigation transanale, un groupe traitement conservateur, 10 semaines de suivi, donc une étude prospective. Là, ils avaient pris d'autres outcomes, le score de Cleveland et de Sintmark, et un score de qualité de vie. Et là aussi, le groupe qui bénéficiait d'irrigation transanale montrait une amélioration significative à la fois des symptômes et de la qualité de vie. J'ai également repris une étude italienne, comme mon collègue précédemment, mais pas par rapport, vous voyez, à la durée de suivi qui est de 3 semaines, donc c'est très peu pour voir l'efficacité d'une nouvelle technique, mais surtout parce que c'est quasiment c'est une, en tout cas, des seules études qui a mesuré le taux de réduction de consommation médicamenteuse à partir du moment où les patients utilisaient l'irrigation transanale, et ils étaient à une diminution de l'ordre de 25% de consommation de laxatifs. Alors, beaucoup d'autres études. Je ne vais pas aller dans les détails de l'étude, mais ce qui ressort essentiellement, mon collègue en a déjà parlé, c'est le fait qu'on a un taux de poursuite à 1 an quand on regroupe toutes les études, qui est souvent inférieur à 50%. Alors bien entendu, si on regarde un peu plus précisément ces études, on voit dans certaines études où il y a eu une évaluation à 3 mois et à 12 mois, ou bien à 3, 6 et 12 mois, au plus le temps passe, au plus le taux d'échappement devient plus important. Et pourtant, donc, ces mêmes auteurs ont essayé de voir quels étaient les facteurs prédictifs de succès, puisqu'il y a autant de retraits. Qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que certains patients sont plus compliants que d'autres? Alors, vous voyez dans la partie jaune, dans le bas de la diapo, un certain nombre de critères. Ça semble marcher mieux dans les dysfonctionnements neurogènes que non neurogènes. Le genre mâle semble mieux fonctionner. Le fait d'avoir une symptomatologie mixte, constipation, incontinence. Et j'insisterai surtout sur le dernier point, l'importance de la première séance d'éducation thérapeutique. Et je pense que vraiment la clé pour essayer d'améliorer cette compliance, c'est vraiment la notion d'équipe, avec une équipe médicale. Je vais défendre ma chapelle, médecine physique, on voit un peu l'ensemble, mais une équipe aussi d'infirmières qui va nous accompagner dans les évaluations, qui va accompagner le patient dans l'éducation et qui va revoir le patient à distance pour voir s'il y a des problèmes techniques ou pas. Alors, je vais vous présenter une revue personnelle qu'on a clôturée c'était quoi, début de l'année, qui est une enquête téléphonique rétrospective qui a été faite par mes infirmières de l'unité d'évaluation pelvipérinéale, où on a posé un certain nombre de questions. Bien entendu, l'irrigation transanale, est-ce que vous continuez ou pas? Pourquoi vous avez arrêté? Combien de séances d'éducation vous avez eues? Est-ce que, si vous l'avez arrêté, combien de temps vous l'avez utilisé? La fréquence? Au niveau des outcomes, on a utilisé également le NBD, donc le Neurogenic Bowel Dysfunction, et le PGIS, Patient Global Impression Severity, que je vais vous présenter. On a posé la question de l'autosondage intermittent, est-ce que les patients avaient déjà été éduqués ou pas? Et on a utilisé également un questionnaire pour essayer d'évaluer la satisfaction vis-à-vis du produit. C'est un questionnaire que nous, on avait utilisé dans notre centre pour valider un appareil d'électrostimulation fonctionnelle et qui nous semblait adapté pour évaluer le matériel. Alors ça, ce sont les deux scores. Le NBD à droite, il est beaucoup trop petit, donc je ne vous demande pas de le lire. C'est un score de 0 à 47. Le score PGIS est intéressant parce qu'il est très facile à réaliser, il est très rapide. C'est un score d'auto-évaluation entre absence de gènes et gènes sévères. Et on a montré, c'est une équipe française qui avait montré la corrélation entre les deux tests. Ça, c'est le score, le QUEST, donc l'évaluation de l'outil. Vous voyez que c'est un score sur 12 items qui sont évalués entre 1 et 5 selon le degré de satisfaction. Et dans la deuxième partie de ce score, on regroupe les différents items et on demande aux patients de les classer par ordre d'importance. Alors voilà nos résultats. À cette date-là, on avait 48 patients, la plupart sous péristine. Vous voyez la distribution au niveau des pathologies. Une majorité était blessés médulaires. J'aurais pu mettre dans le groupe blessé médulaire également les deux spina bifida et le Strumpel-Lorrain, mais pour être plus strict, je ne les ai pas mis. Et vous voyez un nombre quand même assez important de patients autres.
Le chiffre gagnant est le 3, puisque vous voyez qu'en moyenne, les patients avaient eu 3 séances d'éducation, mais ça va de 1 à plus que 5. Je crois le maximum qu'on a eu, c'est 8 séances d'éducation, un patient un peu compliqué. Au niveau de la fréquence d'utilisation, vous voyez sur l'histogramme là, là aussi on a une médiane de 3 fois par semaine. À la question est-ce que vous poursuivez ou pas l'irrigation transanale, on est comme les autres, c'est-à-dire qu'on a un peu moins de la moitié qui poursuit l'irrigation transanale. Là où on se distingue des autres études, c'est au niveau de notre durée médiane de suivi, un peu différent, puisqu'on est à plus de 6 ans de médiane d'évolution, ce qui, je crois, est la plus longue durée de suivi par rapport aux publications existantes. On s'est intéressé aux patients qui avaient arrêté l'irrigation transanale en leur demandant « mais vous l'avez arrêté quand ?» Et vous voyez que la majorité des patients sur cet histogramme l'ont arrêté dans la ou les 2 premières années. Vous voyez, on a une médiane à 18 mois, mais quand on analyse la première colonne de l'histogramme, c'est surtout dans les premiers mois que les patients ont arrêté. Au niveau du score, le PGIS à gauche, le NBD à droite, vous voyez une différence statistiquement très significative avec une amélioration du score PGIS et une amélioration du score NBD. À la question, est-ce que vous avez été éduqué au sondage intermittent avant? Vous voyez que 3 patients sur 4 avaient reçu l'irrigation transanale. Malheureusement, dans l'enquête, je n'ai pas posé les questions de savoir pourquoi cette éducation à l'autosondage a été une aide. Donc j'ai simplement des retours des patients et il semblerait que le fait d'avoir une connaissance anatomique du périnée et le fait d'avoir une espèce de périnéophobie qui a diminué permettent l'accès plus facile à l'irrigation transanale. Au niveau de l'outil de degré de satisfaction du système, vous voyez que la médiane et la moyenne de ce QUEST, qui est le nom de ce test, à 47 sur 60, ce qui est quand même très, très satisfaisant. Il y avait une sous-question, je vous l'ai dit, vous demandez aux patients quels sont les items les plus importants pour vous quand vous avez une aide technique telle que celle-là. Et vous voyez que ce soit chez les patients qui ont continué ou chez les patients qui ont arrêté, les 2 items, je dirais, ce n'est pas très étonnant, qui reviennent, c'est il faut que ça soit facile à utiliser et que ça soit efficace. Voilà, j'espère vous avoir convaincu de l'importance de la gestion de la fonction, j'aurais dû mettre colorecto-anale, pas uniquement anorectal, du patient blessé vertébromodulaire, et vraiment d'essayer d'obtenir des stratégies thérapeutiques qui sont individualisées, en s'appuyant, certes, sur certaines évaluations, mais en prenant en compte l'ensemble des éléments, à la fois l'aspect cognitif, l'aspect opérationnel et la carotte de la motivation. Je vous remercie. Merci beaucoup. Nous avons encore un petit peu de temps, donc si vous voulez Parfait. juste rester avec moi sur le podium, docteur. Alors, vous avez avec votre étude constaté justement qu'il y avait un grand problème d'observance thérapeutique pour les patients utilisant Peristhène sur du long terme. Qu'est-ce que vous avez mis en place depuis pour tenter d'améliorer justement cette compliance avec les nouveaux patients et les patients existants? Alors, on est beaucoup plus strict dans le suivi. Parce que l'éducation thérapeutique, on la faisait, on a un modèle d'éducation thérapeutique, donc ça, on ne l'a pas changé. Par contre, on a mis en place un suivi beaucoup plus rapproché. Avant, on attendait de revoir les patients en bilan urodynamique, et à ce moment-là, on leur posait la question au niveau anorectal. Maintenant, on met en place un suivi spécifique pour l'anorectal. Très bien. Merci beaucoup, Merci. docteur.